Laminia ici à Montréal. Alors, Charles Loubès à Dakar, je pense que vous vouliez nous parler de l'économie et de la relance de l'économie plus précisément. C'est une excellente question, Lamine, de dire Loubès à Dakar, c'est quoi? C'est l'économie. Justement, hier seulement, il y avait une cérémonie de signature d'un important projet. Et figure-toi qu'on va sur une centrale électrique qui sera entièrement financée par des Sénégalais à raison de 220 milliards de francs CFA, fois 392 millions de dollars, et une centrale électrique de 300 mégawatts. Et ça, c'est formidable pour le Sénégal parce que pour la première fois, ce sont des Sénégalais, des actionnaires sénégalais dont je peux citer les noms. Alors, il y a Moustapha Ndiaye, il y a Abdoulaye Dia, il y a Arona Dia, il y a Khadimba, il y a aussi Samuel Sarr. Tiens, Samuel Sarr, c'est l'ancien directeur général de Sénélec, ancien ministre d'État et aussi de l'énergie. Et nous nous retrouvons avec, au moment où le président de la République, lors du Conseil présidentiel sur la relance de l'économie, va parler justement de cette centrale. Et c'est un moment important, même historique, hein, pour un pays comme le nôtre, dont on sait très bien que la dépendance vis-à-vis du fuel qui nous vient de l'étranger, avec les prix que nous connaissons, nous avons eu beaucoup de chance parce qu'on sait qu'après 2012, quand même, le baril du pétrole est passé de 180 dollars quand même sous la barre des 50, et cela nous a porté chance pendant un certain temps. Mais il y a une crise globale qui fait aujourd'hui, bien entendu, que le Sénégal a quelques, justement, peut-être années de l'exploitation de son gaz et de son pétrole qui se retrouverait avec une centrale de 300 mégawatts, entièrement financée par les Sénégalais, avec le concours quand même. Et ça aussi, c'est important. Nous avons Africa Corporation qui est dedans. Il y a aussi un autre groupe de banques, Scoris, qu'on peut citer. Et c'est dire donc ce sont des Africains qui financent vraiment, qui sont dans l'affaire, qui soutiennent, avec des capitaux essentiellement sénégalais en termes d'actionnaires. Et aussi, peut-être faudrait-il dire, nous avons Chalice, qui est turc. Bon, les Turcs sont dans l'affaire, et les Américains. C'est dire donc, aujourd'hui, l'OBS Dakar, l'OBS Sénégal, c'est cette centrale électrique. Et ça, c'est un changement de paradigme dans l'économie avec lequel il va falloir compter. Peut-être que nous avons l'occasion, enfin, de quitter cette politique politicienne qui nous tarabuste nos journées et aller enfin vers des sujets beaucoup plus pointus dont les Sénégalais ont besoin, cher ami. Vous le dites enfin, Charles, mais il y a eu quand même des initiatives au niveau économique dans le passé portées par des Sénégalais. Et jusqu'ici, il faut dire que ce n'est pas encore le Sénégal qui est économiquement prospère encore. Alors, cette initiative-là, qui rentre encore dans cette relance économique, à quoi pourrait-on s'attendre de différent et comment on pourra réellement parvenir à une véritable relance économique qui aura des résultats concrets et un impact sur la vie des Sénégalais? Mais tu touches du doigt là où ça fait mal, hein, parce que justement, quand on reste dans le domaine de l'électricité, mais figure-toi qu'il y a eu 1200 milliards de francs CFA d'investis, mais financés uniquement par le secteur privé étranger. Cela veut dire quoi? C'est la première fois qu'on voit à ce niveau des Sénégalais. Cela veut dire aussi quelque part que le secteur privé sénégalais étant quand même quelque peu faiblement investi dans l'économie du Sénégal, qui quand même quelque part pèse pour plus de 90%, voire 95% par le secteur informel. Cela veut dire quoi? Mais cela se comprend. Quand tu n'as pas une souveraineté monétaire, quand nous regardons la nature et la nationalité des banques qui sont au Sénégal, nous voyons le registre très quand même faible, l'implication très faible dans les banques sénégalaises qui ont quand même existé. Il faut dire que Léopold Sédar Senghor, le premier président de la République du Sénégal, avait fait beaucoup d'efforts en misant sur la création de banques sénégalaises détenues par des Sénégalais avec des capitaux sénégalais, mais nous avons vu quelles ont été leurs fins. Et donc, tu as raison de dire qu'aujourd'hui, si nous voulons avoir un secteur privé national extrêmement fort, il faut commencer par là où il faut commencer, ça veut dire par l'argent. Et l'argent, il va falloir qu'il soit d'abord celui des Sénégalais. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est bien de parler de secondaire, de parler de tertiaire, mais quand on veut parler d'agrobusiness et qu'on n'a pas le sol, ça pose un problème. Donc, nous allons enfin rationaliser, et ça, je l'espère, le président de la République le dit, mais il faut aller au-delà de bonnes intentions, il faut faire de l'économie. Et par exemple, pour parler de terre, d'agrobusiness, pour parler de transformation, il faut commencer d'abord par une cartographie du sol, une cartographie des terres agricoles. Et cette identification qui devrait se faire devrait permettre
d'éviter ce qu'on a connu il n'y a pas très longtemps entre une société de la place avec un Dengler, tu te rappelles très bien de cette affaire qui a fait couler beaucoup d'encre pour la seule et simple raison qu'on est parti sur un litige foncier alors qu'on aurait dû savoir dès le début qu'est-ce qu'il était possible de faire et pas. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, le changement de paradigme qui s'impose, c'est que les Sénégalais doivent penser économie avant, faire dans l'économie et produire pour l'économie. Et pour ça, c'est un changement de paradigme assez important. Maintenant, tu as raison, il faut une impulsion et je pense que c'est peut-être sur ça que je vais te relancer, cher ami. Justement, les politiques, et justement aujourd'hui, c'est la question que j'ai envie de te poser à mon tour, si tu veux bien, pour te dire de ton côté, là, mauvaise. Alors Charles, ces derniers temps, nous avons assisté à cette polémique sur le statut du chef de l'opposition. Mais au-delà de la désignation de ce chef de l'opposition, à partir des résultats issus d'élections présidentielles ou législatives, ce qu'il faut se dire, c'est que lorsqu'on parle d'un statut, comme le nom l'indique, c'est déjà d'abord une posture, c'est une démarche. Si d'un côté, on s'attend à voir le parti au pouvoir, gouverner, gérer la cité, faire des réalisations qu'il pourra, à l'approche d'élections, présenter comme étant un bilan. Mais de l'autre côté, on doit s'attendre également à voir une opposition dont le rôle devrait être fondamentalement d'être dans la critique, d'être également contre-pouvoir, mais aussi une force de proposition. Parce que le débat, souvent, c'est de dire de plus en plus, l'opposition est tout le temps dans la critique. Mais tel est le rôle d'une opposition. Dans les grandes démocraties, à chaque fois que le parti au pouvoir fait une sortie, on tend le micro à l'opposition pour savoir ce qu'il pense. Et cette opposition, la plupart du temps, n'est jamais dans la compromission, est tout le temps dans la critique, mais aussi dans une proposition d'une nouvelle alternative, parce que c'est d'amener le citoyen, l'électeur, lui présenter une autre perspective qui lui permet, à côté de ce que le parti au pouvoir lui présente, de voir qu'est-ce que l'opposition propose d'autre et qui lui permet à la fin, par la suite, de pouvoir faire un choix individuel éclairé. Donc, une opposition qui est dans le silence, une opposition qui attend simplement l'approche d'élection pour se réveiller, pour exister, il faut le dire, n'est pas une opposition qui joue son véritable rôle, c'est une opposition qui est dans la compromission. Et autant on peut être critique vis-à-vis du parti, envers le parti au pouvoir, autant il faut l'être également pour ce type d'opposition qui, il faut le dire, ressemble beaucoup plus à de la marchandisation politique, mais aussi à une forme comme je le disais, d'une compromission. Mais dis-moi, pourquoi l'opposition se compromettrait-elle avec le pouvoir? Pourquoi? Alors, deux choses, Charles. Tout d'abord, c'est qu'il faut dire qu'aujourd'hui, ce qu'on a connu dans le passé, c'est-à-dire cette ligne de démarcation idéologique qui existait, qu'on pouvait parler de libéralisme, de communisme, de socialisme. Il faut dire que cette sève nourricière de la vie militante qui faisait que les gens s'engageaient dans l'espace politique, dans les partis politiques, en fait, pour trouver cet espace-là, cela n'existe plus. En tout cas, de plus en plus, ça a tendance à disparaître. Et il faut remonter un tout petit peu dans le passé pour voir et constater que ces dernières décennies, la plupart des partis qui se sont formés souvent l'ont été sur le flanc du parti au pouvoir, c'est-à-dire à la suite d'une frustration, à la suite d'un clash plutôt avec le chef que ces partis se sont formés. Du coup, ils sont dans la périphérie du pouvoir, mais ils cherchent constamment à revenir. Et à partir du moment où un parti, son objectif ultime, c'est-à-dire un parti est simplement obnubilé par le pouvoir et les privilèges que cela octroie, ben, il va jouer ce rôle-là d'être dans l'opposition pour se faire connaître. Mais son objectif, c'est simplement d'arriver au pouvoir et de partager les privilèges. Ça, c'est ce qu'on a constaté de plus en plus et qui fait que l'opposant ne joue pas réellement, en tout cas une partie de l'opposition ne joue pas ce rôle-là d'opposant tel qu'on s'y attend. Mais de l'autre côté aussi, il faut le dire, il y a cette imbrication assez ténue entre le fait culturel, le politique et même le fait religieux. Et ce qui fait que de plus en plus, on assiste à cet essor de voix, de personnalités à qui on tend le micro, qui sont présents dans les médias et qui se donnent une certaine légitimité pour parler de politique avec tout ce que cela
comporte de complexe hein, au niveau de la délicatesse de comment marche la politique, mais ils se donnent cette légitimité d'en parler alors que peut-être ils ne sont pas simplement les personnes les plus autorisées à le faire. Mais on les écoute, ils ont cette légitimité-là. Et ce que ça fait, c'est qu'ils sont aussi dans cette démarche de remodelage de l'homme sénégalais et par extension de l'homme politique, et qui fait que de l'extérieur, on le voit toujours bien mise, qui est dans la grande rhétorique, qui parle très bien, qui soigne son image, mais de l'intérieur est capable de toutes les bassesses. Et le paroxysme de tout cela, c'est le qualificatif d'homme d'État, c'est-à-dire celui qui est capable de tout garder sur lui, d'assister à la misère de la population, à la souffrance de la population, sans le dire simplement parce qu'il veut rester cet homme-là qui ne dit rien, mais qui est dans la compromission, comme on le disait tout à l'heure. Du coup, tout cela participe justement au fait qu'on assiste à un brouillage du paysage politique et également de l'homme politique et de l'opposant dont on ne comprend pas réellement son rôle dans la société. Alors, sur ce, Charles, on se dit la semaine prochaine. Alors, très bien. Oui, bien, merci. Merci en tout cas, bien sûr. Merci à toi et peut-être une petite pensée à notre cher Abdoulaye Cissé qui a perdu son papa, à qui nous faisons un grand coucou et disons un très, très, très grand courage. Bien à toi pour notre Loubès.